Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau numéro du Let's Try Podcast. Je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour ce 54e épisode du LTP et c'est mon épisode annuel en anglais. Un épisode en anglais avec une invitée exceptionnelle que je vous présenterai juste après. Dans un premier temps, je souhaitais remercier Tracy Lucas qui a réalisé le doublage. Je tiens aussi à remercier Pierre-Olivier Pirlo qui est un des Patreons et qui nous a mis en relation. Je remercie donc Tracy Lucas pour ce travail excellent qu'elle nous a fait et pas évident. Donc merci beaucoup à elle. Je souhaitais aussi également remercier les nouveaux Patreons qui se sont joints à nous cette dernière semaine. Et je pense à Florent Rabin qui fait aussi partie de la section trail du club d'Aix-Athlée que je salue. Je remercie aussi Sébastien Guérat qui nous a rejoint, qui est un ancien collègue de travail à mon époque de salarié et qui est aujourd'hui un trailer et un coureur à pied aguerri, donc je le salue et le remercie. Je remercie aussi Stéphanie Canet-Desquien qui est une amie de 20 ans et qui nous a rejoint aussi dans la tribu. Donc merci beaucoup pour leur générosité, merci à tous les trois et je suis très heureux de vous accueillir parmi nous. Et donc maintenant nous allons passer à la présentation de notre invité du jour. Dans cet épisode, je reçois une athlète de trail et d'ultra-trail qui vit dans les Alpes-Maritimes à côté de Nice. Elle est originaire du nord-est des États-Unis, plus précisément de l'État du Maine. Et après un passé à pratiquer les différents sports tels que le hockey sur gazon, elle démarre le trail running en compétition en 2015 et rencontre par la suite son partenaire, ultra-runner également, Germain Granger, que j'ai reçu dans l'épisode 47 du LTP. Mon invité a une longue liste de victoires sur tout type de format, tels que le Trail du Ventoux, l'UTCAM, l'Ubai Trail, la Pyramenta été ou encore la Maxi Race. Elle a également obtenu quelques résultats marquants, comme une 2e place lors de la CCC en 2018, une 6e place lors de son premier UTMB en 2019 et une 8e place sur la dernière édition 2021 sur laquelle nous allons revenir. Nous évoquerons son enfance dans le Maine, ses expériences de job d'été dans les refuges avec l'Appalachian Mountain Club dans le White Mountain National Forest. Nous parlerons également de la préservation de la nature et des différences entre Europe et Amérique du Nord, la vision du futur de sa pratique, et enfin nous expliquera l'histoire de la création du One and One Run to Camp, une course à étapes et un concept imprégné de l'état d'esprit américain qui a été lancé avec Germain. Je ne souhaite pas vous faire patienter plus longtemps sur cette longue introduction. Voici ma conversation avec Katie Scheid. Aujourd'hui, je suis avec Katie Scheid. Salut Katie, comment vas-tu ? Je vais très bien. Comment vas-tu ? Très bien, merci. Donc tu préfères que je t'appelle Katie ou Kachi ? C'est très bien. Je suis en France, donc tous les deux vont très bien. Parce que la dernière fois, on a parlé de ça avec Germain et il disait que tu préférais Kachi en France. Il te raconte tous mes secrets, mais c'est très bien parce qu'aux États-Unis, on l'appelle Germain. Ah, Germain, c'est bien aussi. Katie, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Oui, bien sûr, je suis Katie Scheid. Je suis américaine, mais j'habite en France, dans les Alpes-Maritimes. Mais je viens du Maine, aux États-Unis. Et je suis en Europe depuis 5 ans maintenant. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton enfance dans le Maine, dans ton environnement familial et qui était Katie enfant ? Oui, quand j'étais petite, j'étais très active. Et mes parents le sont aussi. Rien de fou, mais ils sont toujours dehors. Ils aiment bien faire les randonnées et des promenades à vélo. Et donc, j'ai beaucoup bougé quand j'étais petite et ça me faisait plaisir d'être toujours occupée. Mes parents me disent que quand j'étais enfant et quand je m'ennuyais, je devenais vraiment triste et presque grincheuse. Donc, c'était pas un plaisir de m'avoir autour d'eux. Donc, il y avait toujours des choses de planifier, du sport et des choses à faire pour moi. J'ai une sœur qui est plus jeune que moi qui s'appelle Annie. Donc tu disais que tu avais pratiqué différents sports et j'ai entendu dire que tu avais pratiqué le hockey sur gazon. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, c'est juste. Je faisais beaucoup de sport. Je jouais au foot, du basket, de la crosse, du tennis, l'athlétisme
Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Et l'Ultimate Frisbee, c'est-à-dire le frisbee ultime. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est une sorte de football américain, mais avec une frisbee. Avec deux équipes, tu dois mettre le frisbee de l'autre côté du terrain? Oui, exactement. Ok. Mais oui, le hockey sur gazon était mon sport préféré. C'est ça que je prenais plus au Et sérieux. à quel niveau de compétition tu as joué? Je jouais au collège, mais c'est plutôt l'université ici. Aux États-Unis, on l'appelle college, donc c'est pas la même chose qu'en France. Donc à mon université, je faisais du hockey sur gazon pendant une année. Et quelle était la place de la nature dans ta vie à cette époque? Les sports d'extérieur notamment. Je jouais au hockey sur gazon une année à l'université, mais après ça, je me suis rendu compte que c'était pas un sport que j'aurais pu faire pendant très longtemps. Il fallait avoir deux équipes d'11 personnes avec le matériel et le terrain et le ballon. Et j'ai vu que c'était pas quelque chose que j'aurais pu continuer au-delà de ça. Donc, j'étais pas très motivée. Et j'avais d'autres amis qui s'intéressaient plus aux randonnées, de la grimpe le week-end. Donc, j'ai pu incorporer ça plus facilement dans ma vie et ça me rendait beaucoup plus heureuse. Et est-ce que tu randonnais beaucoup à cette époque ou quelque chose comme ça dans ces années-là? Oui, quand j'étais enfant, je faisais beaucoup de randonnées avec ma famille, surtout avec mon père. Et au collège, on faisait chaque année une longue randonnée en été d'une semaine avec sac à dos. Donc, c'était quelque chose que j'aimais beaucoup. Et c'était quelque chose de très important pour moi en tant qu'enfant. Il y a des différences entre la France et les États-Unis en ce qui concerne la préservation de la nature et les réserves notamment. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence et nous donner ton point de vue sur ce sujet? Oui, c'est un peu différent. Je veux dire que tout vient du fait que les États-Unis, comme nous on les connaît, ont été colonisés par les Européens qui sont venus envahir les terres natales. Donc, il y avait beaucoup plus d'espace quand ils ont débarqué. Il y avait moins du monde qui vivait là-bas. Il y avait bien sûr des gens qui vivaient aux États-Unis, comme on l'appelle maintenant, mais c'était beaucoup moins dense. Donc, quand les premiers Européens sont arrivés, ils n'ont pas peuplé les terres de façon aussi dense qu'en Europe. Il y avait plus d'occasions de protéger ces grands espaces, ce qui aurait été beaucoup plus difficile ici en Europe, parce que les gens habitent déjà partout. Il y a très peu d'endroits où il y a autant d'espace. Et je pense que c'est quelque chose que j'oublie. Quand je suis aux États-Unis, je me trouve dans les déserts ou dans les parcs nationaux ou les forêts nationales. L'espace, on ne trouve pas ça en Europe. Donc, aux États-Unis, c'est plus facile de préserver ces grands espaces, puisqu'il n'y a personne qui y habite encore. Mais en Europe, on doit essayer de protéger au maximum la terre, les terres. Mais souvent, les gens y habitent déjà à peu près. Par exemple, nous, on habite au bord du parc national du Mercantour. C'est un parc national où on peut conduire sa voiture ou faire de la moto. Et on essaie de protéger la terre. On fait le maximum. C'est tout ce qu'on peut faire ici, mais c'est vraiment différent. Je crois que la rencontre avec le Appalachian Mountain Club a été un moment très important de ta vie. Est-ce que tu peux revenir avec nous sur cette période? Oui, bien sûr. Quand je faisais les randonnées avec mon papa, on restait souvent dans ces refuges dans les White Mountains dans le New Hampshire. Et j'adorais ces bâtiments parce qu'il y avait toujours des jeunes qui y travaillaient, qui s'amusaient. Et quand j'ai commencé à Dully, j'ai trouvé un travail dans ces refuges où je travaillais.
entre les cours. Donc, je travaillais dans ces refuges pendant 4 étés. Et on passait tout l'été là-bas. C'est très différent. Si on compare avec la France, c'est pas juste un gardien et quelques personnes qui aident. Là-bas, il s'agit que des jeunes, entre 19 et 25 ans. Tout le monde a à peu près cet âge-là. Et il peut y avoir entre 5 et 10 personnes qui travaillent dans ces refuges. Et on alterne nos jours de travail et nos jours de congé. Et on n'a pas des hélicoptères qui arrivent sans arrêt nous aider. Hein. On porte notre nourriture nous-mêmes 2 fois par semaine au refuge. Ah, c'est pour ça. Donc c'est là que tout a commencé. On porte des charges très lourdes, puis on faisait beaucoup de randonnées juste pour s'amuser entre amis, pour rendre visite à nos amis au refuge, à quelques heures à pied. Et c'est là où j'ai vécu vraiment pour la première fois à la montagne. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. J'étais très heureuse là-bas. Je sentais que j'avais vraiment trouvé un endroit qui me convenait, qui m'allait bien, où je pouvais être moi-même. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et pendant combien de temps tu y restais dans le refuge quand tu y travaillais? On faisait 11 jours de travail, puis 3 jours de congé quand on pouvait rentrer à la maison. J'ai cru comprendre que tu avais obtenu un doctorat en géologie. Quels sont tes objectifs avec ces études et pourquoi avoir choisi ce domaine qui, je crois, est le même que celui de Germain? Alors, pour le moment, je n'ai pas encore mon doctorat. Ah non? Non, pas encore. Là, j'étudie encore, mais j'espère que d'ici février, je l'aurai obtenu. On l'espère alors. Et Germain, lui, il a une licence en génie géologique. Ce n'est pas tout à fait la même chose, mais c'est dans le même domaine. Et j'ai découvert la géologie quand je faisais des cours à l'UNI. Je ne connaissais pas cette matière et je ne savais pas que c'était une matière à étudier. Mais j'ai fait un cours juste par hasard. Et 1 fois par semaine, on était dehors dans la nature où on faisait la cartographie des types de roches. On étudiait les paysages, comment la Terre est arrivée comme ça. Et ça me plaisait énormément d'avoir ces connaissances, les formes des terres, de la montagne. Et ce qu'on voit quand on est dehors. Et c'est comme ça que j'ai découvert cette matière. Et est-ce que ça a été la raison de votre rencontre avec Monsieur Serge, comme on l'appelle ici, en France? Non, j'ai rencontré Germain à une course en Italie. Je suis arrivée en Europe en 2016. J'ai déménagé en Suisse parce que, en fait, je fais mon doctorat en Suisse à l'Institut fédéral suisse de technologie. Donc, je suis arrivée là-bas, je suis allée à une course et c'est là que j'ai rencontré Germain. Quel était le nom de la course? C'était le Lemony Extreme Sky Race. Donc maintenant, on va passer à la partie trail running. Est-ce que tu peux nous expliquer le moment de ta rencontre avec le trail running, s'il te plaît? Je ne crois pas qu'il s'agisse d'un moment particulier. C'est venu petit à petit comme ça. J'ai couru beaucoup quand j'étais à l'université, juste pour être avec des amis et afin de rester en forme de façon générale. On courait souvent sur les pistes plutôt que sur les routes. Et je n'aurais jamais vraiment appelé ça les trails à l'époque. On courait là parce que c'était plus agréable. Et quand je travaillais au refuge, je me suis habituée à faire des randonnées très rapides. Puis on se disait, tiens, je vais être en retard. Si je me dépêche pas, je vais être en retard pour voir les amis. Donc on se dépêche un peu. Si on court un peu, on va arriver plus vite. Donc petit à petit, j'ai appris plus sur ce sport et j'ai appris qu'il y avait des courses. Je me suis inscrite aux courses et c'est venu petit à petit. Ok. Et quand as-tu compris que tu pouvais être performante dans ce sport?
Je pense que j'ai couru pour la première fois ma course, ou une course la première fois en 2015. 15? C'était une course locale, mais je l'ai gagnée. Et c'était, en fait, la distance la plus longue que j'avais jamais courue. Et je me suis dit, bah tiens, d'accord, j'étais assez forte là. C'était une course locale, mais je n'ai rien fait de particulier pour me préparer pour cette course. Et c'était quelque chose où je pouvais peut-être réussir. Combien de kilomètres faisait la course? Cette course, il s'agissait de 28 miles, donc à peu près 45 kilomètres. Quelle est la qualité que tu souhaiterais améliorer aujourd'hui pour être meilleur? Je pense que j'aimerais améliorer ma façon de courir sur le faux plat, comme on dit en français. C'est très difficile pour moi. Le faux plat. Oui, c'est ça que j'aimerais. Tu travailles avec Germain sur piste notamment? Oui, on s'entraîne avec le Track Club à Nice parfois, mais honnêtement, je m'entraîne bien sur le plat, mais pour ce faux plat, quand ça monte légèrement, c'est très différent. J'imagine qu'il faut s'entraîner, mais je n'aime pas, donc c'est très difficile pour moi. Quelle est, si tu devais choisir une qualité, celle qui fait ta force? Ma plus grande force, ma plus grande qualité, je pense que, en général, c'est que je considère que je suis compétitive dans n'importe quel style de course. J'arrive à faire 30 km très technique et j'arrive aussi à faire quelque chose de plus long, comme l'UTMB. Cette année, c'était pas terrible pour moi, mais je me sens toujours compétitive dans une course très longue, comme dans une petite course. Katie est donc une athlète multitâche. Quel est ton meilleur moment de trail running si tu devais en choisir un? Je ne pense pas qu'il y a un seul moment. Mais tu dois choisir. Mais j'aime toujours aller à Madère. J'aime beaucoup cette course. On a fait avec Germain les 85 km il y a quelques années et on a fait le Fulmut en 2018 ensemble et les deux fois, j'ai adoré cette course. Donc, je dirais cette course-là. Je crois que les paysages sont similaires à l'île de la Réunion. C'est plus joli qu'à la Réunion. C'est plus beau vraiment? As-tu déjà passé du temps à la Réunion? Oui, on était en 2018. J'étais censée faire la Diagonale des Fous, mais j'ai pas pu. Et puis Germain, il a commencé la course, puis il n'a pas terminé. Moi, j'étais blessée. Quel est ton pire moment de trail running jusqu'à présent? Probablement chaque fois que je suis déçue après une course. Peut-être ce n'est même pas ça. Peut-être c'est plutôt la semaine avant la course où tu es dans un endroit super sympa, comme Chamonix ou dans les Dolomites pour le Lavaredo. Et tu es censé te reposer pour la course, mais tu es très angoissée, très nerveuse pour la course. Mais en même temps, tu ne dois pas aller courir trop. Donc, tu es coincé. Tu es dans un endroit si joli, mais on doit rester assis au canapé. Tu n'aimes pas le repos? J'aime bien le repos, mais on doit toujours le faire dans les endroits sympas où on n'a pas envie de se reposer. Et aussi, on est angoissé pour la course. Ce n'est pas très agréable.
Tu es une personne stressée de manière générale? Oui, il faut être stressé pour faire une bonne performance. Si on fiche de la course, on ne va pas vraiment se pousser à fond. Donc, on doit trouver l'équilibre entre la décontraction, le stress, l'angoisse. Est-ce que tu peux nous raconter quel est ton moment extraordinaire? Je m'explique, c'est un moment fun, bizarre, et dont tu te souviendras toujours. Alors, je pense, en ce qui concerne ces refuges où je travaillais, il y en avait 8 et puis il y avait un défi à la fin de chaque été quand on y travaillait. Beaucoup de jeunes qui y travaillaient essayaient de faire une randonnée entre les 2 refuges en moins de 24 heures. Donc, quand j'avais 19 ans, j'ai fait ça pratiquement toute seule. Donc, c'était 70 kilomètres avec 5000 mètres de dénivelé. Et c'est quelque chose de hyper technique, avec des endroits très rocheux, des pistes. Et moi, j'ai quand même fini c'était presque exactement 24 heures. Et j'avais jamais fait une chose pareille auparavant. Donc, je pense à ça et je me vois à l'âge de 19 ans où je me disais, oui, c'est facile, je ferai ça facilement toute seule avec mes vieilles chaussures de randonnée, mon sac à dos. Et je suis surprise même aujourd'hui comment j'ai pu réussir. J'ai une question de Serge. Il veut savoir quelle est la traduction de backpack en français. Oui, c'est sac à dos. Sac à dos. Bien joué. Peux-tu nous donner ton seul conseil concernant la performance en trail running? Je pense que beaucoup de gens, quand on parle des trails, les ultras, il y a beaucoup de gens qui pourraient plutôt s'entraîner avec des randonnées. À mon avis, on oublie que ces courses, ces ultras, il s'agit souvent des randonnées et on court à la descente seulement. Même l'élite, les premiers de la course, ils font surtout de la randonnée. Donc, il n'y a pas besoin d'essayer de courir quand c'est un peu raide. Sauf si tu fais une petite course. Souvent, faire une randonnée, c'est plus efficace. C'est quelque chose, il faut s'entraîner avec ça. Il ne faut pas avoir peur. C'est un point de vue, c'est une différence culturelle entre la France et les États-Unis sur ce point randonnée, course. Je pense que c'est parce qu'aux États-Unis, il y a plus de sport à l'université. En France, il y en a moins quand même. Et les gens courent déjà à un niveau très élevé aux États-Unis déjà. Et quand on regarde l'élite des ultras aux États-Unis, ce sont des gens, pour la plupart, ils ont quand même un passé, ils viennent d'un milieu de la course au pied. Donc, en Europe, c'est plus commun que les gens viennent d'un sport de cyclisme, de montagne, de la grimpe ou du VTT. Il y a moins de gens qui viennent de ce milieu pur de randonnée ou de la course à pied. Donc, c'est une autre approche. Ils arrivent avec notre passé, dans notre milieu. C'est un peu bizarre dans ce cas-là, si tu arrives d'un milieu comme ça et tu marches au milieu d'une course. Donc, je pense que c'est ça la différence. Est-ce que tu penses que les mentalités évoluent? Aux États-Unis? Oui, aux États-Unis. Oui. Je pense que plus de gens, en général, découvrent le trail maintenant. Donc, plus il y a du monde qui viennent à ces courses, plus on élargit l'audience. Et ça touche une audience plus large aux États-Unis et en Europe. Puisqu'il y a des gens qui viennent aussi des milieux de course à pied en Europe aussi maintenant. Et oui, on verra où ça mène dans les années à venir. Est-ce que tu peux nous donner ton unique conseil concernant la longévité dans le trail running?
je dirais ralentissez. Et ne faites pas trop d'ultra en une année. Oui, je pense que beaucoup de gens pensent que en tant que coureuse d'élite ou de professionnelle, chaque fois que je cours ou on court, on court le plus vite possible. Ce n'est pas du tout vrai. Moi, la plupart du temps, quand je cours, je suis en train de regarder ma montre pour surveiller ma vitesse, pour vérifier que je ne cours pas trop vite. Je dois me dire, c'est une course facile, il faut que ça reste facile. Comme ça, le jour où j'ai vraiment besoin de courir à intervalle ou de travailler dur, j'arrive à le faire. Si tu cours à cette vitesse un peu moyenne, tu n'arrives jamais à t'améliorer. Tu es dans une espèce de vitesse inutile. Et donc, en ce qui concerne les ultras, il faut respecter la durée de la course et t'entraîner au début de l'été ou au printemps et tu dois te décider quelle course tu vas faire. Et si tu arrives à te récupérer entre les courses, pour moi et Germain, on ne fait pas plus que 3 ultras chaque année et surtout pas plus que une course de plus que 100 miles. Donc, on les espace bien pour ne pas qu'on commence une course encore fatigué de la dernière. Je pense que ça, c'est très important. Combien de temps se passe-t-il entre 2 ultras pour toi? Ça dépend si tu veux faire de la course ou si tu veux juste terminer. On essaie juste, il faut savoir que pour se récupérer d'une ultra, il faut quand même 3 semaines. Et puis pour t'entraîner de nouveau, il faut encore 4 semaines. Donc oui, je pense qu'il faut compter 2 mois. Ça serait pas mal. Minimum. Est-ce que tu dors bien avant une course ou un événement? Pas très bien, non. À cause de quoi? À cause du stress ou l'excitation? Oui, c'est difficile d'appeler ça le stress, mais oui, on est excité. Ton corps sait ce qui va arriver. Ton cerveau aussi se rend compte. Donc, on est un peu excité. Donc, personne n'arrive à bien dormir la veille d'une course. Quelques personnes dorment bien avant les courses. Il y a quelques personnes. J'aimerais bien les connaître, ces gens. Julien Chaurier, par exemple. D'accord, je vais lui poser la question. Comment tu vois le futur de ta pratique en termes de distance et de format? J'aimerais continuer ce que je fais maintenant, c'est-à-dire me concentrer surtout sur les ultras, mais en même temps faire quelques courses plus courtes chaque année, parce que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et c'est quelque chose où je me sens toujours compétitive. Comme je disais auparavant, je sais que je n'aurai pas toujours cette vitesse entre guillemets, parce que je ne suis pas si rapide que ça. C'est pas comme une 5 km sur la route. Mais j'ai toujours cette vitesse pour les 30 ou 40 km de trail. Donc, c'est amusant de toujours participer là. Mais à l'avenir, je verrai chaque automne. Même maintenant, je me pose la question, qu'est-ce que j'ai envie de faire l'année prochaine? Et je continuerai comme ça. Et chaque année, ce qui me motive. Donc, j'ai pas envie de faire des projets pendant 10 ans. Et après 8 ans, me dire, ça m'intéresse plus. Donc, j'ai envie de décider et de me changer d'avis en vieillissant. Donc, voilà. Je suis toujours assez jeune, donc j'ai encore du temps. Est-ce que tu peux nous raconter ton dernier UTMB? Désolé, est-ce que tu veux en parler? Oui, bien sûr. Oui, j'étais très heureuse. Déjà que l'événement a pu avoir lieu, parce que l'année passée, on était tous déçus, mais j'étais contente que j'ai pu terminer.
Je pense que le fait que j'ai de l'expérience dans ces courses est très important pour moi. Je sais qu'on peut réussir sans avoir cette expérience, mais pour moi, c'est super que j'ai pu finir. Mais au milieu de la course, j'étais pas du tout sûre que j'étais assez motivée pour le faire, pour finir. Je suis très heureuse de l'avoir fait. Maintenant, j'ai 2 courses de 2 UTMB. C'est pas vraiment le temps que j'aurais voulu, mais c'est très utile d'avoir ça dans ses archives. Dans les expériences de course, on peut se sentir très mal, pas du tout motivé, mais toujours terminer quelque chose de très difficile. Et ça, c'est bien. Et qu'est-ce que tu changerais si tu participes à l'UTMB l'année prochaine? Et c'est une bonne question. Je pense peut-être que je passerai plus de temps dans les courses plus faciles. Oui, ça pourrait aider beaucoup. Donc, courir plus la nuit, ça c'est quelque chose où j'ai de la peine. Peut-être me reposer plus longtemps avant la course, pour être sûr de ne pas être fatigué du tout. Mais oui, je réfléchis encore. J'essaie de m'améliorer à l'avenir. Est-ce que tu as un rêve de trail? Alors, ça peut être une course ou un rêve de trail de manière générale. En général, j'aimerais bien courir encore très longtemps. Ça, c'est mon but principal. J'aimerais pouvoir encore quand j'aurai 60 ans ou plus âgé. J'ai pas envie de me dégoûter maintenant, à la fin, dire j'en ai marre de ce sport. Je suis trop fatiguée. Je me sens pas confortable. J'aime pas mettre des buts pour certaines courses. Pour moi, bien sûr, je vais à une course parce que j'ai envie de gagner. C'est pas parce que j'ai envie d'être 8e, 10e ou 50e. Le but est de gagner. Et c'est quelque chose que pour le moment, je peux l'avoir comme but. Et mon fitness, c'est à un niveau très bien. Donc, j'aimerais garder ce sport pour toute ma vie. Pas de façon compétitive peut-être, mais aller courir à la montagne le maximum. On peut voir que tu es très bien intégré à la communauté des trail runners élites, notamment avec les filles, comme Hilary Girardi et Audrey Tanguy. Quelles sont les relations avec les autres filles élites? Oui, pour la plupart, on est toutes copines. Donc, il y en a très peu. Il y a très peu de femmes qui courent à ce niveau. Quand il s'agit des ultras ou le trail en général, dans le monde entier, on n'est pas très nombreuses. Donc, quand on rencontre quelqu'un qui fait le même sport que toi, c'est très facile à devenir des copines, Donc, quand on est aux lignes de départ, le but, c'est de se battre, mais à la fin de la course, on peut toujours passer du bon temps, s'entendre, sortir ensemble. Donc, c'est facile de faire des amis. Je ne vois pas l'intérêt d'être toute seule et de parler à personne. Je pense que faire des choses avec Germain, c'est un bon exemple. On aime beaucoup pouvoir partager les courses et l'entraînement. Ce n'est pas toujours facile dans notre cas, surtout quand on court en même temps. Mais à la fin, c'est très sympa d'avoir des copines sur la ligne du départ que d'arriver à ne parler à personne. Est-ce que vous vous entraînez séparément avec Germain? On s'entraîne séparément? Oui, séparément ou ensemble? On s'entraînait plus ensemble auparavant. Mais on a compris qu'on s'amusait plus quand on se décidait. Voilà, aujourd'hui on va s'entraîner ensemble au pas. Comme ça, moi je vais à ma vitesse et lui va à la sienne.
et on n'a pas à s'attendre. Je veux dire, moi, je l'attends jamais. Oui, c'est mieux comme ça, je pense. Et comme ça, quand on fait des choses ensemble, je sais qu'il est là pour le faire avec moi et pas pour courir 5 minutes, 5 kilomètres devant moi. Donc, je trouve que c'est bien comme ça. Mais quand on a l'occasion de courir ensemble, c'est sympa aussi de partager ces journées. Est-ce que tu peux nous expliquer le concept du One and One Run to Camp Event et l'histoire de la création de ce projet? Oui, alors le one-on-one, il s'agit d'une aventure pour les couples sur la Côte d'Azur en printemps. Il y a 2 étapes. Traditionnellement, il y avait une course de 50 km le premier jour, puis une deuxième de 27 km le deuxième jour. Donc, il y a une nuit de camping au milieu des 2 étapes, avec un dîner, de la bière, de la fête, de la musique. Chill. Voilà, quelque chose de décontracté. Germain et moi, on a eu l'idée il y a quelques années, après avoir été aux Trans Rockies aux États-Unis. C'est quelque chose de similaire, mais ça dure 5 jours, donc c'est plus long. Et on voulait créer un format plus court en Europe. C'est une espèce de mélange entre le Pyramid TT et le Trans Rockies, parce que je pense qu'il manque en Europe quelque chose de style américain dans le trail. Côté décontracté pour s'amuser. Ici, c'est beaucoup plus sérieux, ce qui est bien quand il faut, mais c'est bien d'avoir des moments relaxants. Donc, on essaie d'emmener ça ici. Et je vais expliquer. C'est une course pour les couples, donc il faut rester avec ton partenaire tout le temps. Et ça change un peu l'ambiance parce qu'on est là pour partager le week-end avec son partenaire ou son ami et quelqu'un de la famille et de passer le week-end ensemble comme ça. Et est-ce que tu peux nous raconter ton meilleur souvenir sur cet événement? Je vais voir. Alors, on n'a pas eu beaucoup de chance. C'était encore annulé l'année passée à cause du Covid. Et puis cette année, on a pu tenir l'événement. Et en ce moment, c'est un de nos amis qui est l'organisateur principal. Donc on est très heureux d'avoir pu faire ça cet été. C'était un peu plus court cette année, mais on espère que l'année prochaine, en 2022, on va pouvoir faire comme auparavant et avoir tout le monde sur la Côte d'Azur. Mes meilleurs souvenirs, c'était en 2019, quand je courais avec Audrey et on s'est bien amusé, on a couru ensemble. Yes. Oui. Donc, c'était très sympa de courir avec elle et d'avoir l'occasion de courir ensemble et pas l'une contre l'autre. C'est vraiment un terrain très technique, non? C'est très technique. Il faut pas croire que parce que c'est sur la Côte d'Azur que ce n'est pas technique. Les trails sont très techniques. Ce n'est pas quelque chose de très rapide. Ça prend du temps à faire. Comment tu te sens aujourd'hui en France? Aujourd'hui, je vais très bien. Il y a le ciel qui est bleu, mais en général, je suis très heureuse d'être là. Ce n'est pas parce que il s'agit de la France, c'est parce que je suis très heureuse d'être là avec Germain, d'avoir nos amis. Et j'aime beaucoup l'endroit où j'habite et les gens qui m'entourent sont très sympas. C'est tout ce qu'on peut demander. Bien sûr, ça serait super si ma famille était plus près de moi. Mais je vais rendre visite dans quelques semaines pendant un mois. Donc, j'aurai encore l'occasion de les voir bientôt. Et s'il n'y avait pas ces restrictions liées au Covid, j'aurais pu passer plus de temps avec eux ces 2 dernières années. Mais espérons que bientôt, ça serait plus facile pour tout le monde.
Est-ce que ta famille était présente à l'UTMB? Non, Non. non. C'était pas possible? Si, ils auraient pu, mais ils sont pas venus. Est-ce que tu as un sujet que tu voudrais aborder avant qu'on termine la discussion? Non, Non, rien de spécial. Non. Non? Ok. So very huge thing. Donc, énorme merci, Katie, pour ton temps. Et sache que j'ai vraiment essayé de tout mon cœur de parler le mieux que je puisse en anglais. Donc, merci. Et puis, peut-être à bientôt. Peut-être sur une course. Oui, mais pas très bientôt, mais peut-être l'année prochaine. Passe une bonne soirée Merci beaucoup. et à très bientôt. Au revoir. Thank you. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. Je remercie Katie pour le temps qu'elle m'a accordé. Je remercie Tracy, Lucas et Pierre-Olivier Pierlot, mais surtout Tracy Lucas pour le travail absolument fantastique qu'elle a réussi à faire. Et vraiment Tracy, merci du fond du cœur. Si vous souhaitez rejoindre le Let's Try Podcast sur les réseaux sociaux, rien de plus simple, rendez-vous sur Facebook ou Instagram à Let's Try le podcast. Vous pouvez également me suivre sur LinkedIn ou Strava à Nicolas Guéneuf, et il y a depuis peu le groupe privé des Patreons sur Strava que vous pouvez intégrer si vous intégrez la tribu. J'espère vous retrouver pour un nouveau numéro du Let's Try Podcast, et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut!